Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, faut le faire rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast qui décrypte l'actualité cycliste. Le parcours du Tour de France 2021 a été présenté ce dimanche soir, un Tour de France 2021 qui partira de la Bretagne avec 4 étapes bretonnes, avec notamment un grand départ dans la première étape de Brest, avec les Alpes en premier, le Mont Ventoux, puis finale par les Pyrénées avant un contre-la-montre dans le vignoble bordelais. Aujourd'hui dans ce podcast, on va essayer de regarder un petit peu ce parcours, l'analyser, regarder ce qu'il peut se passer, ce à quoi on peut s'attendre. Et pour cela, je suis avec nos deux spécialistes parcours du groupe Eto. Johan pour commencer. Salut Johan. Salut, ça va ? Ouais, ça va, très bien, merci. Et on est également avec Geoffrey qui a tracé combien de parcours du Tour de France ? Aujourd'hui, 2 ou 3. Non, je sais plus, mais ça fait longtemps déjà, gamin, avant d'avoir internet, je faisais ça juste avec des cartes. Donc, je connais bien la géographie de notre pays. Ça donne des inspirations en tout cas. Attention au départ, chasse patate, c'est parti. Alors pour commencer, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, petite question toute simple. Déjà, ce parcours du Tour de France 2021, comment vous le sentez ? Comment vous le voyez en quelques mots ? Johan pour commencer. Je le trouve assez bien, assez propre. Il n'y a rien qui dépasse vraiment. À titre personnel, ça m'emballe pas beaucoup. Je trouve qu'il y a rien ni dans l'idée générale, ni dans les étapes en général qui me semble vraiment très intéressant. Donc je dirais que c'est ni un raté, ni vraiment une réussite. Donc un parcours un peu moyen. Et Geoffrey, pour ta part ? Même idée, ça fait le job sur certains points, mais il n'y a rien d'extra emballant, mais il n'y a rien d'ultra décevant non plus. Dans l'ensemble, je trouve quand même mieux équilibré que ces dernières années. Il y a eu parfois une surdose de montagne, on vendait de la montagne partout, et au final, il s'y passait pas grand-chose. Là, la montagne est un peu plus condensée, donc ça fait que les grimpeurs vont devoir bouger à ces moments-là. On retrouve une vraie présence pour les sprinters qui est pas pour me déplaire. On retrouve du chrono un petit peu plus, mais sans que ce soit là non plus. On est vraiment sur un entre-deux. Alors vous me parlez surtout de parcours équilibré, c'est un peu la clé de ce parcours, au final ? Je sais pas, je pense que déjà il y a une volonté de revenir à quelque chose de un peu plus simple après des parcours 2019-2020 qui étaient très montagneux avec des montées un peu partout tout le temps. Là on part de Bretagne, on a des grandes traversées de plaine, on a beaucoup d'étapes de sprinters et on n'a pas de passage dans les massifs secondaires vraiment. Donc au final effectivement on a réduit la voile par rapport à ce qu'il y a eu les dernières années. Du coup comme on n'a pas non plus comme on n'est pas parti non plus dans l'excès inverse de remettre comme en 2012 sans borne de chrono ou des choses comme ça. Donc oui, on se retrouve un peu dans un parcours un peu plus à l'équilibre, un peu plus classique peut-être presque. Geoffrey, pour toi aussi, c'est l'équilibre de ce parcours, c'est un peu le maître mot ou... Ouais, c'est ça, ça a été retrouvé. De toute façon, il y a rarement sur le Tour de France des années où il y a de la bagarre sur 7, 8 étapes de montagne. Il y en a 4, 5, 6 sur lesquelles ça bouge vraiment. Et c'est pour ça que je trouve que ça sert à rien de mettre plus d'étapes de montagne, parce que si c'est pour avoir de l'animation comme Orsières-Merliet ou le Grand Colombier, je veux dire, s'il se passe des trucs dans les 4 derniers kilomètres, il n'y a pas de différence entre un sprint massif ou un truc où les grimpeurs bougent pas. Il y a moins d'arrivées en altitude aussi, hein. Ça c'est quand même un point important. On peut regretter que ces 2 arrivées en altitude soient sur la fin. Mais... Alors on en a 3 au total, Tignes, Saint-Lary-Soulan-le-Col du Portet et Luzardiden. Donc 2 étapes pyrénéennes qui en plus s'enchaînent également en toute fin de Tour de France. Ouais, ce qui est un peu dommage d'ailleurs. Enfin, ça aurait été oui, clairement.
c'est un peu le regret de tout le monde sur ce parcours, c'est que les 2-3 dernières étapes pyrénéennes sont questionnables, on va dire ça comme ça. Bon, le dogme, c'est qu'il n'y a pas de dogme, sauf qu'il faut garder du suspense à tout prix, quoi. C'est un peu le Tour de France 2021, si on devait le définir en deux mots, ça serait quoi? Équilibre et suspense du coup? Euh, je sais pas, moi s'il fallait le mettre en deux mots, je mettrais prud'homesque et gouvenouiste. C'est presque une caricature de ce qu'il trace depuis quelques années, avec des courses pour puncher au début qui arrivent en côte, avec des transitions où ça veut mettre en avant des bordures, même à des endroits où il ne peut pas y en avoir, de la course accidentée avec des murs épais, une première étape pour grimpeur qui a de fortes chances de revenir à des baroudeurs, une montée crescendo vers de la montagne autour de la dernière semaine. Et la volonté d'avoir un sacro-saint suspense qu'il faut absolument pas gâcher, quoi. C'est comme s'il y avait un traumatisme de la Pierre Saint-Martin 2015 qu'il fallait absolument effacer. Il faut qu'il y ait encore les 4 ou 5 premiers coureurs du général qui se tiennent en 2 minutes à une semaine de Paris. Bah, il faut qu'il y ait Pogacar qui soit une minute de Roglic au dernier départ du dernier chrono, en fait, c'est ça l'idée un peu. De toute façon, je pense que le chrono du dernier Tour de France a quand même dû les rassurer sur l'idée de remettre un chrono pour finir, vu que ça a été un peu l'étape la plus importante. Pour qu'il y ait des écarts, il faut que ce soit un chrono de quasiment 1 heure, quoi. Faut pas que ce soit un chrono d'une grosse demi-heure. Parce que justement, les deux contre-la-montre de ce Tour de France, c'est un contre-la-montre entre Changé et Laval, 5e étape qui fait 27 km. C'est d'ailleurs le plus long en première semaine depuis 2008. Et à la veille de Paris, la 20e étape entre Libourne et Saint-Émilion, un chrono qui fait 31 km. Ce qui fait donc 2 étapes contre la montre pour un total de 58 km. Pour les chiffres, 58 km, c'est le total le plus important en contre la montre individuelle depuis 2013. Ça reste relativement faible avec 2 chronos qui sont voulus longs, quoi. Quitte à skier 60 km de chrono sur un Tour de France, bah, j'aurais préféré qu'il y ait, s'il faut, un chrono plus court au début et un chrono de 50 bornes. Après, dans l'absolu, j'aurais plutôt préféré qu'il y en ait en première semaine et qu'il y en ait un entre les 2 massifs pour forcer certains grimpeurs à bouger, parce que on a eu quelques expériences par le passé de grimpeurs qui s'accrochent et qui attaquent pas pensant pouvoir défendre une place indéfendable au général. On a presque le problème là de se dire que la place indéfendable, ça se tient, quoi. 31 km, les premiers vont être en 36-37 minutes et les purs grimpeurs vont pas perdre énormément. Après, une chose qu'on peut reconnaître au chrono de ce Tour de France, c'est qu'ils sont à peu près plats, roulants pour rouleurs. Oui. Ce que le Giro refuse de faire depuis des années, en mettant toujours des bosses et vraiment en d'épargner les grimpeurs, mais en mettant quand même pas mal de kilomètres de chrono pour faire genre. Vous voyez, on met quand même pas mal de chrono. C'est dommage que ASO ait pas assumé d'y aller franco et de mettre genre 80 bornes carrément, et quitte à durcir un peu certaines étapes de montagne. Mais bon, au moins c'est un retour à quelque chose de plus juste par rapport au Tour de France. Ça fait plusieurs années où j'ai l'impression des choses sont tentées mais sont pas assumées à fond, quoi. C'est l'année dernière, cette année plutôt, on l'a vu avec le Tour 2020, qui voulait mettre en avant le fait qu'il y avait de la montagne très tôt, mais qui s'assumait pas, quoi. Je veux dire, l'étape avec Turini à je sais plus combien de dizaines de kilomètres de l'arrivée, c'est pas une étape de montagne, quoi. Geoffrey, tu parlais du fait que le deuxième contre-la-montre est à la fin de la montagne, à la veille de Paris, et tu aurais voulu que ça soit que le deuxième chrono soit entre les 2 massifs. Ça permettrait quoi d'avoir un contre-la-montre entre les 2 massifs plutôt que après toute la montagne, selon toi? Si les grimpeurs sont déjà à 2 minutes au GNS, si les grimpeurs ont déjà perdu les 2, 3, 4 minutes sur le contre-la-montre et qu'ils sont obligés d'attaquer, ils sont obligés d'attaquer. Alors que s'ils les ont pas encore perdus, ils espèrent un miracle et ne pas perdre tout ce temps sur la dernière étape. Je veux dire, on a vu là cette année sur le Tour où personne ne bougeait vraiment parce que tout le monde n'était pas trop loin et il y avait vraiment le risque d'être celui qui bouge et celui qui se prend un éclat derrière. Le rôle du contre-la-montre, c'est justement de faire des écarts, que certains se retrouvent à être plus loin et qu'il y ait une nécessité, on va dire, d'attaquer.
Ça a bien réussi à Miguel Angel Lopez l'année dernière, enfin cette année du coup, d'attendre le dernier chrono. C'est vrai que Colombiens avait pris un peu tarif sur le chrono de la planche des belles filles. Alors, avant d'aborder le sujet de la montagne un peu en détail, on va revenir un peu sur cette première semaine qui donc a un peu l'objectif de pas mal traîner en Bretagne avec 4 étapes bretonnes, avec des arrivées à Landerneau, Mur de Bretagne, Pontivy et Fougères. Et puis ensuite, l'objectif, ça semble un peu d'être de vite aller rejoindre les Alpes qui arrivent dès la fin de la première semaine. Cette première semaine en dehors du week-end alpin, comment vous la voyez? Est-ce que c'est une première semaine assez ouverte, assez intéressante, hein? Bah, c'est bien équilibré quand même, parce que si on regarde le détail, il n'y a que 3 étapes a priori pour sprinter. Bon, les 2 étapes de Landerneau et de Mur de Bretagne, ça sera un sprint pour puncher sur une côte, mais que 3 étapes pour sprinter dans un tour qui part de Bretagne pour rejoindre les Alpes seulement le week-end qui suit, c'est quand même assez atypique déjà pour être signalé. Il y a déjà une part d'originalité avec ça. Ouais. Johan, qu'est-ce que tu penses de cette première semaine, hein? Moi, je la trouve un peu trop fermée, dans le sens où Landerneau, Mur de Bretagne, ça risque d'être un sprint de peloton, même si c'est en côte, ça reste un sprint de peloton. Pontivy, Fougères, c'est sprint de peloton, contre la montre. Après, première étape de montagne où ça n'a pas forcément bougé. Ça manque de. Il y a le Creusot qui est très bien, mais ça manque d'un truc qui vraiment est un peu détonnant, je trouve. C'est un peu plan-plan dans l'enchaînement. C'est genre puncher, puncher, sprinter, sprinter. Ça manque d'un petit truc qui ferait que ça décolle un petit peu, quoi. Après, si ça bouge un peu en Bretagne, s'il y a un beau contre-la-montre, s'il y a des bordures à Châteauroux, tout de suite, ça sera une très belle première semaine, mais ça dépend un peu trop d'éléments extérieurs, je trouve. Mais Et justement, cette étape du Creusot, 248 km vallonnée, ça peut être un peu l'étape élément déclencheur de cette première semaine? Pas vraiment, parce ce qui est dommage, c'est qu'on a la veille du début des Alpes et on risque. Je crains une échappée, on va dire, à l'aveugle clair avec un petit baroudeur costaud qui peut récupérer le maillot jaune et qui veulent l'avoir pendant plusieurs jours. Parce que casse le froid. je vois malheureusement pas de. Pourquoi pas, hein, je lui souhaite. Je vois pas les favoris se mettre en route dans une étape très longue avant les 2 étapes des Alpes. Néanmoins, cette distance, c'est très bien de retrouver un peu d'endurance sur le tour, surtout que là, c'est en 7e jour consécutif. C'est avant. Il y aura le contre-coup un peu d'une étape de Châteauroux qui pourrait être très rapide. Je veux dire, elle fait moins de 150 km. Hein. D'habitude, une étape plate aussi courte, à part Paris, on ne l'attend pas spécialement ailleurs. Et ça permettra peut-être de fatiguer un peu les organismes avant les 2 étapes des Alpes, ce qui change un peu la donne pour celle-là. Mais en elle-même, je regrette qu'elle soit pas un peu plus isolée ou un peu plus tard dans l'épreuve. Parce que personne sera vraiment très long en général et personne, enfin quand je dis personne, c'est dans les favoris du général, ou en tout cas les favoris supposés du général, n'aura de vrai intérêt à bouger de très loin dans cette étape-là. Après, on a eu le chrono quand même avant, du coup. Donc, sans parler même forcément d'un favori général, il y aura peut-être des coureurs un peu puncher, baroudeur qui passent assez bien les bosses, qui vont peut-être pas forcément prendre un Philippe, typiquement, qui va peut-être essayer de rechoper le maillot jaune sur cette étape-là et qui mettra une grosse mine au sommet du col du Chon. Donc, il y a quand même des choses à faire. C'est quand même très très dur le col du Chon. Donc, le final est vraiment hyper favorable à des attaquants. Donc, pour moi, ça reste quand même une étape qui a vraiment des possibilités, quoi. C'est pas juste un gâchis où, même si la configuration pourrait être meilleure, elle est quand même vraiment pas mal. C'est vrai qu'en Ah tout non, cas, c'est pas un gâchis. La journée sera très sympa. J'imagine juste pas les grands favoris faire quelque chose là-dedans. Un Alaphilippe qui peut bouger, bah, je veux dire, dès qu'il en a l'envie, il peut bouger un peu partout. Mais je veux dire, le chrono est trop court pour mettre un favori très loin. Imaginons qu'un pur grimpeur se prenne un gros tir et aille 6 km/h moins vite que les meilleurs. Bah, sur une distance comme ça veut dire qu'il va perdre 4 minutes 30.
Et un bon grimpeur qui a 4 minutes, bah, déjà, on va pas le laisser sortir et lui laisser prendre trop de temps. Et surtout, bah, pourquoi il sortirait à la veille du début des Alpes? Bah, moi, je parlerais pas tellement des vraiment de grimpeurs. Je parlerais plus de coureurs comme Alaphilippe, comme Joao Almeida, comme je sais pas, même Mathieu Van Der Poel, tout un Ouais, tas de coureurs comme ça qui c'est qui ouais, auront pas forcément l'attitude d'aller en échapper. Parce que, enfin, typiquement, Joao Almeida, c'est mort. Plus jamais personne ne le laisse partir en échappée et prendre 5 minutes d'avance sur le peloton, quoi. Donc, qui eux vont peut-être s'attaquer justement dans le dernier col pour aller chercher un maillot jaune et des choses comme ça. Alors, vous avez parlé un petit peu du contre-la-montre de Laval. Ça va permettre justement de faire des premiers écarts avant d'arriver en montagne. Ça peut être un point positif ou ça va pas changer grand-chose en soi sur l'entame de la montagne? Ça pourrait changer des choses parce qu'il y en a qui auraient. Enfin, il y aura des écarts un peu plus que juste des dizaines de secondes et des bonifications. Je veux dire, ça sera pas un gros coup du coup si on a un coureur qui attaque pour gagner 2 ou 3 secondes comme Bardet l'avait fait à Loudonvielle. Néanmoins, la première étape, je crains que ce soit encore quelque chose pour Baroudeur, comme on le voit souvent ces dernières années. Avec l'arrivée au Grand Bornand, Ah bah c'est le même final que je veux dire, les dernières arrivées, les dernières fois où on commence le Grand Bornand, la haute montagne. Une année, on a le Van Avermaet qui conforte son maillot jaune. Donc, il a déjà montré des bonnes choses en montagne, c'est quand même un peu particulier pour une entrée dans les Alpes. Et la fois d'avant, bon, Linus Gardeman qui s'impose et Laurent Lefebvre qui fait un top 5. Même si j'adorais ce coureur de la Vénoise, c'est quand même symptomatique d'une absence de mouvement chez les grands grimpeurs. c'est vrai que oui, justement, la dernière fois que le Tour de France a entamé la montagne en arrivant au Grand Bornand, c'était en 2018, avec une victoire de Julien Alaphilippe. Et on avait déjà eu justement cet enchaînement Rome-Colombière avant l'arrivée au Grand Bornand. Donc ça risque d'être un petit peu le même scénario l'an prochain, selon vous? C'est ce que je crains, quoi. On a vu des finaux d'étape avec juste la Colombière seule, ça suffit pas. Du coup, on rajoute Rome. Mais on a vu en 2018 que ça suffisait pas. Là, donc on a rajouté Mont-Saxonnet juste avant. On va voir si ça suffit ou pas. Je sais pas. Si ça suffit pas encore, peut-être que dans 3 ans, on fera le même début des Alpes et on rajoutera je sais pas, les Glières avant pour tenter un truc encore différent. Mais entrer en montagne, je regrette que, ça n- que les organisateurs n'osent plus mettre une arrivée en altitude dès le premier jour pour donner une idée, une hiérarchie nette. Ça, encore une fois, on revient à ce problème d'une volonté absolue du suspense et donc on n'offre pas l'opportunité à un coureur en forme de gagner. Alors qu'il n'y a rien à craindre, hein. On a vu Roglic qui était très fort dans les premières étapes du Tour cette année et qui a absolument pas voulu tuer le Tour d'entrée. Donc, Ou même aussi justement par rapport à 2015, parce que c'est un petit peu l'exemple qui fait qu'on n'a plus ces arrivées au sommet en début de la montagne avec Christopher Froome qui avait assommé un petit peu la course ouais, mais en s'imposant ça reste à la Pierre Saint-Martin et qui avait eu un peu plus de mal dans les Alpes ensuite, hein. surtout que ça reste un faux exemple parce que la moitié des écarts de Froome au général après l'étape de la Pierre Saint-Martin, bah, c'est le cumul du contre-la-montre par équipe et de l'étape de Zélande, quoi, où il y en a qui avaient perdu du temps à ces endroits-là. Et c'est plus le cumul de la première semaine avec du temps qui a été perdu à droite à gauche qui amplifié avec la Pierre Saint-Martin, avec le fait qu'il y avait une domination collective de la Sky ce jour-là en plus, a donné cette impression de surdomination. Bon, avec en plus le fait que le plus fort à côté c'était Quintana et qu'il a vraiment attendu trop tard pour bouger et essayer de renverser la situation, mais ça c'est un autre débat. Johan, est-ce que toi aussi tu es un petit peu pessimiste par rapport à cette première étape de montagne et l'arrivée au Grand Bornand? C'est un peu étonnant d'en mettre le même schéma en entraîne massif alors que ça avait foiré dans les grandes largeurs la dernière fois, quoi. Je sais pas, ils se sont pas dit, ah tiens, on va aller faire une arrivée ailleurs. Non, bon, ok. Ils aiment les risques. Je sais pas, enfin, ça dépend des coureurs, ça dépend de ce qui s'est passé au Creusot. Je pense que ça dépend de la Jumbo-Visma s'ils roulent comme des débiles, comme ils sont un peu en train de le faire tout le temps maintenant. Donc, vu qu'ils sont pas de finesse tactique, bon voilà. Je sais pas, je suis pas hyper optimiste, mais en même temps, les Alpes aussi, la dernière fois en 2018, étaient beaucoup, beaucoup plus chargées que cette année.
Et l'étape de Tignes ne permet pas de faire des écarts si on n'attaque pas de loin. Donc si on veut faire des écarts sans prendre de risques, les coureurs vont quand même devoir attaquer dans le Grand Bornand pour pouvoir utiliser les Alpes. Donc je pense que ça va quand même plus bouger que la dernière fois. Donc on a commencé un petit peu à parler de la montagne. De manière globale, comment vous la jugez cette montagne sur ce Tour de France 2021? Il y a 6 étapes de montagne avec 2 étapes dans les Alpes avec le Grand Bornand et Tignes. Il y a l'étape du Mont Ventoux avec double passage au Mont Ventoux et l'arrivée à Malocène. Et 3 étapes dans les Pyrénées avec les arrivées à Andorre-la-Vieille, au col du Portet et à Luzardiden. Donc cette montagne, de manière globale, comment vous la jugez? Elle est, Pas elle très est, décevant, mais c'est un peu décevant. ouais. Elle est assez bien répartie en termes de où il y a des étapes, mais elle est un peu soft sur certaines étapes. Et elle n'est pas hyper inspirée de manière générale. C'est quand même beaucoup de la repompe de choses qu'on a eues avant. Enfin, je veux dire, le passage dans les Alpes, l'étape de Tignes, c'est la même étape que l'étape de, de la Rosière en 2018. Enfin, le Grand Bornand, c'est pareil, c'est une étape de 2018. L'arrivée à Luzardiden, au col du Portet, c'est exactement les étapes qu'on a eues avant. C'est pas très inspiré, quoi. Il y a le Ventoux qui, pour le coup, a un vrai schéma un peu différent, mais sinon, c'est quand même beaucoup de la redite et c'est pas très ouf, quoi. Il y a quand même 2 À nouveautés, un niveau petit peu redite, on est quand le même Mont content. Ventoux, comme tu l'as dit, et aussi l'arrivée dans Andorre-la-Vieille. Et on n'a pas d'arrivée à Andorre-Arcadis comme c'était le cas les dernières années. D'ailleurs, il me semble que Christian Prudhomme a dit que ça a été une étape qui a été modifiée assez récemment suite au Tour de France 2020. Et du coup, qu'il y a une étape qui se transforme d'arrivée au sommet, arrivée en bas de la descente après le col de Beychalis. Geoffrey? Je vais dire justement, c'est une des bonnes choses en redite, c'est qu'on a ce changement à Andorre, avec des gélisses sur le final, mais ça risque malheureusement de se retrouver à une course qui se limite à ça, parce que les montées de Font-Romeu, Pio-Morin, Valira, c'est quand même très 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 roulant. D'ailleurs, en Valira, c'est dommage de ne pas l'avoir dans l'étape pour Baroudeur quand on repart d'Andorre. Faut dire, cette étape d'Andorre, on est surtout content parce que c'est pas Arcalis, mais c'est pas ça qui en fait une belle étape, quoi. Et je suis surtout déçu des 2 arrivées en altitude pour finir. Alors, autant à partir du moment où on arrive à Saint-Marie-Soulan, le col du Portet, difficilement évitable parce que la collectivité va vouloir rentabiliser tous les travaux. Mais on a une course finale tellement brutale que autant l'assumer, autant en faire une pure course de côte, quoi. Ce jour-là, autant se faire 150, 170 bornes de plat en début, et comme ça on a quelque chose de brutal, et ça aurait très bien pu s'enchaîner avec le lendemain une course qui là enchaîne les difficultés, mais qui justement n'arrive pas au sommet. Bon, ça reste quand même le Tourmalet derrière, par son versant le plus dur, et ça s'enchaîne bien avec Luzardiden, mais qu'est-ce que ça manque de col avant le Tourmalet. Le col du Portet, pour toi, c'est une montée qui se suffit à elle-même et il n'y a pas besoin d'avoir vraiment quelque chose avant? Ah bah, carrément, quoi. Il doit y avoir autant de dénivelé dans juste le Portet que dans le cumul de Val-Louron-Azet et de Persour d'avant. Et c'est la seule étape qui enchaîne 3 cols. Non. La seule étape qui enchaîne 3 cols, c'est celle dont on est certain qu'elle va se terminer par une simple course de côte. C'est quand même dommage. Ouais, qui enchaîne les 3 cols directement. Après, on a un petit peu celle de Oui. Tignes avec les saisies, le col du Pré et la montée finale vers Tignes, mais c'est pas pas Non, au même niveau. et Tignes, c'était compliqué parce qu'il fallait rendre une étape à Tignes après le souci d'il y a 2 ans. Enfin, je me place déjà en 2021, après le souci de l'année dernière, du coup. Et à partir du moment où on arrive par le nord et où donc on passe pas l'Iseran, on va se retrouver à avoir, sauf jusqu'au Bréviaires, en tout cas quelque chose de relativement roulant. Donc ça veut dire qu'on arrive par Bourg-Saint-Maurice, donc forcément ça veut dire qu'on passe le Roseland avant. Il y a le Pré qui est remis, je sais pas si ça suffira à oser bouger. Mais bon, on se disait ça déjà en 2018, ça n'avait pas empêché de voir quand même un peu de mouvement dans la montée et dans la descente de Roseland.
pour Tignes, c'est difficile de faire mieux si on veut faire une arrivée à Tignes en venant du nord. Bah, c'est Voilà, ça, quoi. on peut jouer un peu dans la vallée en prenant des petites routes secondaires, des petits trucs comme ça, mais on restera toujours un va peu pas sur le changer schéma ton du comportement. fait que c'est très loin de Bourg-Saint-Maurice quand même. Après, moi j'aime bien l'étape de Tignes. Enfin, si ça attaque pas et qu'il se passe rien, tant pis, mais au moins, enfin, là, si on veut creuser des écarts, pour le coup, si jamais il y a un coureur qui se fait lâcher avant la vallée de Tignes, il peut se prendre 10 minutes dans la tête, hein, le temps d'arriver à Tignes. Donc, Ça peut je faire trouve que mal c'est avant quand de même. finir. Ça peut faire mal, quoi. Si t'es, ou même, tu peux trouver. Si jamais... Bon, le problème, c'est qu'il y a Jumbo Visma, mais si on se retrouve dans une phase un peu tactique, c'est un moment où attaquer, ça peut être pas mal, parce que c'est compliqué de contrôler derrière s'il n'y a pas des équipiers valides, quoi. Parce qu'on se retrouve tout de suite à avoir Mm. tout le monde dans la roue sans pouvoir lâcher personne. Il y a l'objectif alternatif qui est que c'est une étape qui permettra d'avoir de belles choses pour le maillot à pois et d'avoir une vraie bagarre au moins qui se contente pas d'être sur sur les dernières étapes comme on a eu cette année. Donc là, niveau baroudeur, ils ont de quoi faire avec un petit crescendo progressif vers cette étape de Tignes où on peut imaginer quelques coureurs au moins animer l'étape par rapport à ce que tu disais si jamais il se passe rien pour le général. Ça sera toujours une belle compensation. On risque pas d'avoir des coureurs qui ont moins de points que les points attribués au grand col de la journée, la 16e ou 17e étape. C'est sûr qu'en tout cas, cette étape de Tignes, c'est la seule qui a 5 difficultés catégorisées en deuxième, première ou hors catégorie. Euh, les autres, c'est maximum 4, si je ne m'en trompe pas. Donc voilà, c'est l'étape qui semblerait être la plus dure, même si la montée de Tignes, c'est pas non plus la montée la plus difficile. Donc on a parlé un peu des Pyrénées, de Tignes et le Mont Ventoux dans tout ça. Bah, le Mont Ventoux, c'est très très sympa, bien, hein. Enfin, c'est une belle étape, quoi. L'enchaînement des deux est bien. C'est presque dommage de finir par le versant le plus dur, mais sinon, enfin, c'est très cool, quoi. Je suis très content aussi qu'ils aient mis le col de la Liguerre, qui est un très beau col, qui s'enchaîne très bien avec le versant de saut du Ventoux. Donc, franchement, c'est cool. Je Ouais, moi ferai aussi, je suis surpris par rapport à l'arrivée. Ouais, à l'arrivée à Malocène, je me demande aussi comment ça va faire. J'attendais, comme c'est une ville en plus qui est pas mal utilisée par les autres courses ASO, je m'attendais plus quitte à ce qu'il y ait une montée du Ventoux puis la redescente, à ce que ça arrive à Vaison-la-Romaine. Mais là, on est un peu dans le mode de ce qui s'était passé avec la Reims et l'Aubisque en 2018 encore, où on trace la ligne tout en bas de la descente sans chercher à réfléchir avec une transition derrière. Sur le moment, j'ai eu une pointe de déception quand le parcours a été annoncé, parce que quand j'avais vu la carte avec la boucle avec Ventoux, j'avais imaginé 2 fois la montée très lourde depuis Bédouin. Mais rien que le fait le fait qu'on le monte 2 fois, c'est clairement marketing, même si ça jouera un peu pour l'usure. Mais déjà, le fait de monter le Ventoux et de redescendre par la suite, ça fait du bien, quoi, d'avoir ce changement. Parce que ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu. Alors on peut même pas rappeler l'étape des années 90 parce qu'on le passait vraiment en milieu d'étape. Enfin, en même temps, l'étape du Ventoux qui est gagnée par Aerospoli, c'est clair que les grimpeurs on n'avait pas mis dans tous les sens. C'est très intéressant de retrouver quelque chose comme ça. On n'aura probablement pas un coureur du style d'Erospoli vainqueur à Malocène en 2021 en tout cas. Ah, ce serait la grosse cote, quoi. Par rapport à toute cette montagne, il y a Tadej Pogačar, le vainqueur du dernier Tour de France, qui trouve, lui, que ça manque un petit peu d'arriver au sommet. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette déclaration du Slovène? Bah, forcément, à force d'offrir aux grimpeurs plein d'arrivées où ils n'ont pas à réfléchir et où ils se contentent de faire des écarts un peu partout parce qu'ils peuvent en faire un peu partout sans réfléchir, il va falloir se casser un peu la tête pour les grimpeurs. Mais c'est pas plus mal, au contraire. Bah, on peut dire qu'il est un petit peu con parce que l'année dernière, là où il reprend le plus de temps en montagne, c'est quand ça arrive en descente. En plus. Du coup, c'est quoi la pertinence de son argument en fait? C'est un peu couillon. Donc non, mais enfin ouais, c'est les grimpeurs. Enfin, c'est vraiment les grimpeurs actuels qui sont en mode ça arrive pas au sommet, donc c'est pas bien, c'est pas une vraie étape de montagne quoi. Enfin, au même niveau un peu de réflexion que le grand public, c'est un peu dommage. C'est un peu comme Pinot, des fois il se plaint de ça aussi. Enfin, c'est un peu voilà. Si on devrait expliquer, ça apporte quoi de plus d'avoir une arrivée en bas d'une descente plutôt qu'une arrivée au sommet, pour faire simple? Ça change du concours de watts et il faut avoir un peu plus de stratégie.
bon, quand on arrive juste en bas de la descente, c'est juste qu'aux capacités de grimpeurs, il faut aussi avoir quelques capacités de descendeurs. Mais le bon point, c'est que ça, on peut pas attaquer juste à 1 kilomètre du sommet, quoi. Pour reprendre un exemple d'arrivée en altitude, puisque tu citais Thibaut Pinot, l'étape du Tourmalet en 2019, si on arrive en bas de la descente, donc si on arrive à Sainte-Marie-de-Campan ou un peu plus loin Bagnères de Bigorre, le gros mouvement qu'il y a dans les 2 derniers kilomètres, bah, il ne sert à rien parce que les coureurs se regroupent derrière. Si on arrive en bas de la descente, il faut attaquer plus tôt pour pouvoir faire ces mêmes écarts. Johan, tu partages un petit peu cette vision, cet intérêt pour les arrivées en descente? Bah, moi, plus je trace quand je trace des parcours actuellement, je me rends compte que je fais toujours des arrivées au sommet sur des petites bosses après, donc je fais de mauvaise foi là-dessus. Mal fixé par ASO, par la Volta. Mais oui. Mais non, enfin, disons que la différence typiquement entre une arrivée au sommet et une arrivée en descente, c'est que sur une arrivée au sommet, tu vas avoir des petits écarts de 5-6 secondes entre les coureurs qui n'existeront plus quand tu arrives en bas. Mais par contre, enfin, les écarts de 20-30 secondes, enfin, en haut sommet ou en bas, ils existent toujours, donc ça change rien. C'est juste que il y a toujours des mini regroupements qu'il faut dire aux gens, ah ouais, mais c'est pas vraiment, c'est aussi bien que c'est arrivé en haut. Mais au final, c'est pas ça qui change en général, c'est pas ça qui change une étape. Donc, au moins avec une descente, t'as un peu de spectacle en plus, quoi. T'as la descente, c'est cool à regarder aussi. Enfin, donc, en plus, enfin, si on parle du Ventoux, la descente de Malnocène, c'est vraiment pas une descente dangereuse, quoi. C'est grand, c'est large, t'as des grandes courbes. Apparemment, il y a un virage dangereux. Je l'ai pas, enfin, quand je l'ai descendu en vélo, je l'ai pas vu, mais apparemment, il y en a un. Mais du coup, s'il y en a un seul, tout le monde sait où il est, donc voilà. Donc, du moment que c'est pas une descente dangereuse, c'est assez cool d'avoir un peu plus de spectacle, quoi. Après, Après, justement, le point qu'il y a aussi, c'est que parfois, les arrivées en altitude sont utilisées dans des choses où il ne peut pas vraiment se passer autre chose que la course de côte. Et l'exemple de l'étape du Portet, l'étape du Portet, c'est le parfait exemple de ça, quoi. L'école avant, ça va accumuler un peu de dénivelé positif, ça va jouer pour l'usure et tout ça, mais il va pas se passer grand chose en termes de spectacle avant, alors qu'une configuration qui met un col très difficile, puis sa descente pour une montée plus facile, enfin en tout cas moins longue et moins difficile sur la fin, ça peut apporter des choses énormément. Je veux dire, l'étape du Stelvio sur le Giro, c'est un bon exemple de ça. Sur le Tour de France, il y a moins d'endroits qui peuvent se faire, mais on pourrait imaginer la montée du Glandon, on redescend ensuite, comme si on allait vers la vallée de la Romanche, on s'arrête pour remonter juste Vaujanis, c'est aussi une arrivée en altitude, mais ça forcerait à avoir du mouvement un peu plus loin de l'arrivée. après, justement, pour finir sur la montagne, sur ces arrivées en descente, Christian Prudhomme déclarait à 20 minutes qu'il vaut mieux avoir des attaques à 12 bornes de l'arrivée qu'à 800 mètres. C'est aussi ça un petit peu l'intérêt de ces arrivées en descente. C'est ça aussi, ouais. Maintenant, il faut mettre ça un peu plus en application, parce qu'on a 2 étapes pour puncher qui sont des arrivées en bosse, et les 2 dernières étapes de montagne qui sont des arrivées en altitude. Mais, Surtout que c'est couillon, parce que s'il veut favoriser à la Philippe, les victoires de la Philippe, c'est quand il y a une bosse à 12 bornes de l'arrivée et qui part tout seul, hein, aussi. Hein. c'est ça, parce que les autres n'osent pas bouger. Donc, on met le mur de Bretagne à 15 bornes de l'arrivée, on arrive à de l'Odéac et c'est très bien, quoi. Enfin, je sais pas, ça serait mieux. Mais c'est un peu couillon de dire ça pour l'étape d'Andorre et quand même d'avoir fini les Pyrénées sur des arrivées au sommet, quoi. Enfin, le pire, c'est qu'ils en sont conscients, quoi. Donc, bon, pourquoi vous faites ça, du coup? Johan, pour finir sur la montagne, il me semble que tu voulais dire aussi un petit peu quelque chose par rapport à la longueur des étapes. Ouais. Du coup, sur la montagne, enfin, on se retrouve un peu avec la montagne qui est beaucoup critiquée chez ASO ces dernières années, c'est-à-dire des étapes de montagne courtes, pas trop denses. Et ça fait comme depuis 2018 avec l'étape de Alpe d'Huez qu'on manque d'étapes de montagne vraiment dures, vraiment difficiles, qui tapent vraiment dans l'endurance. Et typiquement, enfin, les dernières étapes de montagne, c'est 170 bornes, 130 bornes, c'est assez rapide, quoi. Avec beaucoup de plaines, donc avec des moyennes qui restent élevées, donc pas des étapes trop longues. C'est un peu dommage que SO ose plus aller faire dans l'étape de montagne un peu monstrueuse, et un peu comme ce qu'ils font cette année pour Huchon, par exemple, quoi. Qui n'est pas une étape de montagne, qui soit un peu dans ce style-là, et que ce que le Giro ose beaucoup plus faire, par exemple. Est-ce qu'on paye pas là le contre-coup
la diffusion d'intégralité où il faut pas avoir des longues journées où il se passe pas grand-chose, quoi. Ça manque un petit peu d'avoir une variété des longueurs d'étapes en montagne. Ah, c'est ça, parce que c'est pas le même type d'effort, même dans le cadre d'une arrivée en altitude, hein. On prend la même étape, je sais pas moi, l'étape du Portet ou l'étape de Luzardiden. Bah, si on arrive, l'étape de Luzardiden par exemple, on se fait juste Tourmalet et la montée finale, eh ben, c'est pas pareil si on le fait au bout de 130 bornes que si on le faisait au bout de 80, mais aussi que si on le faisait au bout de 230 ou 240 km. À présent, donc, on a pas mal parlé de la montagne. On va changer un petit peu de sujet, changer un peu de registre, parler des étapes de plat. Donc, il y en a pas mal, hein, je crois que près de 8, il me semble. Alors, pour parler de ces étapes de plat, ça a pas mal parlé de possibilités de bordure, des étapes à bordure, favorables aux bordures. Est-ce que c'est un petit peu survendu, cet aspect-là? Johan, je te Oui. vois, je te vois sourire. Non, mais non, pas du tout, pas du tout. C'est complètement survendu. Disons qu'en fait, bah, de toute façon, en fait, enfin, c'est à peu près le constat que tout le monde, c'est que la plus belle chose du cyclisme moderne, c'est les bordures. Et mine de rien, on en a quand même pas mal dans les courses. Donc, si on veut vendre une étape de plaine et qu'il n'y ait pas de difficulté particulière dedans, bah, faut dire qu'il peut y avoir des bordures, même si les chances sont absolument minimes, quoi. Donc, on a l'étape de Châteauroux, on a l'étape de Valence où effectivement il y a des zones où on trace des vraies zones à bordure, où il y a des vraies chances de bordure. Mais quand on voit Christian Prudhomme nous vend des bordures sur l'étape de Nîmes ou des étapes bretonnes, on peut lui dire ah oui, mais où ça du coup? C'est où que c'est censé péter? Donc on peut toujours trouver enfin, un peu partout, de toute façon, même sur l'étape de montagne, on peut toujours trouver une zone dégagée, un peu dans la plaine, où il y a un bout de vent qui passe et où c'est toujours possible si les circonstances sont favorables, mais c'est un peu ridicule de nous survendre des bordures partout comme ça pour pas assumer d'avoir remis un gros quota d'étapes de sprinter. Et surtout que c'est dommage, de, on a tellement mis sur le dos des étapes de sprinters sur lesquelles il se passait pas grand-chose, alors que une bonne réalisation, un bon tracé qui favorise des vues d'hélicoptère avec certaines lignes droites ou avec certains virages qui permettent d'avoir une bonne vue du dessus et de l'organisation du peloton, et un final d'étape de plaine, ça peut être passionnant à suivre. Et quand bien même certains pourraient dire ouais mais il y a juste une échappée avant et c'est les 10 dernières minutes qu'il faut regarder, bah, je sais pas, moi, si on regarde le Grand Colombier l'année dernière, enfin cette année, c'était pareil quoi. Il s'était pas passé grand chose avant. Si on regarde certaines étapes pour grimpeurs, c'est la même chose. Si on regarde Landerneau et Mur de Bretagne, là, le week-end d'ouverture pour Puncher, bah pareil, quoi, si on veut du pur spectacle et de l'animation, bah on peut prendre l'antenne à 10 minutes de l'arrivée, et on n'aura pas raté grand chose à part des beaux paysages. Ces étapes plates de sprinter, donc en dehors des possibilités de bordure, donc comme tu l'as dit Johan, plutôt sur l'étape de Châteauroux et sur l'étape de Valence, c'est des étapes où il n'y a pas de difficulté majeure, un sprint quasiment Bah, assuré. l'étape de Nîmes est pas mal. On traverse les gorges d'Ardèche, on va chercher un peu des petites bosses, enfin au nord de Nîmes, enfin, des petites bosses de 3-4 bandes. Donc là, il y a des choses à faire, je pense, pour les baroudeurs. Même pareil, l'étape du lendemain à Carcassonne qui fait 220 bandes, c'est un peu mal plat. Je pense que c'est clairement que des étapes où ça peut finir au sprint. Johan, tu évoquais justement les baroudeurs sur l'étape notamment qui arrive à Nîmes, c'est une étape qui peut leur sourire. Sur ce parcours du Tour de France 2021, c'est un parcours dans la globalité qui est plutôt pas mal pour les baroudeurs. Bah, ça dépend les opportunités, c'est d'aller les chercher un peu. Enfin, il y a beaucoup d'étapes de sprint, donc c'est-à-dire aussi beaucoup de temps où les équipiers des sprinteurs vont être sollicités et où du coup forcément de la fatigue pour eux aussi. Donc c'est à eux aussi de forcer un peu la porte et notamment en deuxième semaine, là où il y a 3 étapes de sprint, hein, si les baroudeurs vont pas en chercher une, c'est qu'ils sont un peu foirés, quoi. Euh, Après, il y a les étapes, pareil en deuxième semaine, il y a Quillan, euh, il y a Andorre qui sont des étapes assez typées baroudeurs. Il y a pareil la première étape des Pyrénées, enfin des Pyrénées. Du coup, première étape de la dernière Saint-Gaudens. semaine, Sagonins, qui est vraiment pas faite pour les favoris.
le Creusot, des étapes comme ça, c'est des étapes qui sont conviennent assez bien aux baroudeurs. Donc il y a des occasions. Il y a moins d'occasions que les dernières années du coup, parce qu'il y a beaucoup moins d'étapes vallonnées un peu récurrentes, mais il y a quand même pas mal d'occasions où les baroudeurs, faut qu'ils essayent de se bouger un petit peu. On l'a bien vu l'année dernière à euh, juste avant le contre-la-montre, comment ça s'appelle? Campagnol. Je sais plus. À Campagnol, Campagnol. voilà, quand un peloton est fatigué, il y a moyen de forcer la décision aussi. Donc à eux d'aller chercher aussi des occasions. Geoffrey, tu trouves aussi que c'est un parcours qui peut être plutôt intéressant pour les baroudeurs également? Ah bah oui, les étapes qui est listées sont vraiment des choses où les baroudeurs pourront se mettre en avant. L'étape de Saint-Gaudens, c'est vraiment la pure étape pour baroudeurs, quoi. Je veux dire, on passe plusieurs cols, donc c'est pas pour les sprinters, et on les passe très loin de l'arrivée, et donc c'est pas pour les grimpeurs non plus. On en passe sans trop en passer. On a un départ d'Andorre juste parce que Andorre a payé pour avoir le départ, mais le départ réel, pardon, sera donné tout en bas de la descente une fois qu'on sera bien arrivé en France. Ça pourra bien se lancer sur le plat, on pourra bien avoir 30 gars devant ce jour-là. L'usure des équipiers de sprinters fait que l'étape de Libourne, on va dire les étapes toutes plates après les massifs, on n'en a pas souvent ces dernières années, parce qu'il fallait à tout prix mettre de la montagne le plus proche de Paris. Là, on retrouve une étape plate en sortie de massif. Les équipiers de sprinters seront usés par les 3 semaines, par l'école, et ce sont souvent des étapes qui sont très animées, très intéressantes à suivre, même si ça arrive éventuellement au sprint. C'est vrai qu'on a les exemples récents de Champagnol en 2020 ou également par exemple de Salon de Provence en 2017 qui était après la montagne et juste avant un contre-la-montre. C'est typiquement le cas de ce qu'on aura avec cette étape entre Mourenx et Libourne qui sera au lendemain de la dernière étape de montagne et à la veille du deuxième et dernier contre-la-montre de ce Tour de France 2020. À présent, pour finir, on va parler un petit peu de nos coureurs français, de la course qu'on peut attendre d'eux, ce qu'ils sont en mesure de faire. Déjà, pour parler d'un seul coureur avant de viser large, Arnaud Démare, qui est très certainement l'un des tout meilleurs sprinteurs de cette année 2020. Et là, je me mouille pas trop en disant ça, je suppose. Arnaud Démare, qu'est-ce qu'il peut espérer sur ce Tour de France? Un maillot vert peut-être? Un maillot vert et plusieurs Bah, victoires d'étape. On a plusieurs arrivées au sprint qui sont dans des villes où on a une bonne ligne droite bien longue, qui sont des circonstances de sprint qu'il apprécie énormément. Si on l'a avec les jambes de cette année, le classement par points et les 4 victoires d'étape, c'est sur le Tour qu'il les a, sans le moindre problème. Johan? Oh bah oui, genre 6 victoires d'étape pour 2 mars, ce serait pas mal. Ça. Beau petit quota, et puis... Tu fais pas le difficile à ce que je vois. En vrai, s'il se ramène avec son train, le train qu'il a actuellement, et que c'est autant de bazar chez l'équipe de KB1 et de Sam Bennett que cette année, en gros, il va aligner tout seul, tranquille, et puis il va dégommer, quoi. Donc, ça dépend de. Je pense que typiquement, ça dépend s'il a même les mêmes jambes et qu'il a le même train et qu'en face, ils n'ont pas récupéré une organisation. Courage aux autres, quand même. Hein. Alors pour Arnaud Démare, donc il y a 8 étapes sur lesquelles il peut s'imposer. Est-ce que la première étape qui arrive à Landerneau, est-ce qu'il peut passer le pied de la bosse c'est une étape qui arrive en côte, au sommet de la côte de la Fosse au Loup, pour être précis. Mais c'est surtout le premier kilomètre qui va être difficile, à près de 9% de moyenne. Et ensuite, plus ça va aller, plus la pente va être faible. Est-ce qu'Arnaud Démare peut tenir le coup pour s'imposer dès la première étape? C'est les 500 premiers mètres qui sont à 9,4. Après, on repasse déjà à 8%. Et c'est un profil qui a été mis par ASO. Donc, je ne serais pas surpris que les chiffres soient un peu gonflés parce que c'est dans leur habitude. Hein. Mais ce qui peut passer, c'est un peu long quand même parce que c'est pas loin de 3 km. Ça serait une pente raide et une montée d'1,5 km, 2 km, pourquoi pas. Là, peut-être un peu trop. À voir les jambes qu'il aura. Le final est plus roulant et plus plat. Il peut, s'il est bien placé au pied, perdre du temps petit à petit avec une équipe forte, remonter dans les 1500 derniers mètres.
Alors après, pour le coup, le français qui pourrait se mettre bien en évidence dès cette première étape, dès le premier week-end de ce Tour de France 2021, c'est Julien Alaphilippe, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Je suis pas sûr que. Enfin, à la FIP, typiquement, l'an dernier, le final, c'est vraiment un final pro Wout van Aert, pro Mathieu Van Der Poel. Donc, c'est limite pas assez dur pour lui. Je pense que c'est vraiment Bretagne, ça lui convient déjà beaucoup mieux. Mais je trouve pas que ASO est extrêmement bien joué par rapport à la manière de tracer leurs arrivées, justement, pour favoriser Julien Alaphilippe. Je trouve que mettre une bosse un peu plus loin de l'arrivée, final un peu facile, limite, ça l'aurait plus arrangé, quoi. Mais. Parce que là, on se retrouve pas, c'est dans des configurations de sprinter et il y a des mecs qui sont plus puissants que lui sur le sprint actuellement. Qu'est-ce qu'il peut espérer sur ce Tour de France un petit peu Alaphilippe? Est-ce qu'il peut viser le classement général même? Bah, il y a les JO en fait. Enfin, la grosse limite, c'est ça. Donc, on pourrait avoir une course d'attente sur toute la course qu'il favorise et quelque chose qui joue un peu plus dans le final d'école et quelque chose un peu plus dans ses cordes. Mais le problème pour lui, c'est déjà que les montées de col actuellement se font très 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 vite et il est quand même pas forcément à ce niveau-là non plus. Et qu'en chrono, ça va être compliqué de regagner du temps comme il a pu le faire à Pau, parce que les contre-la-montre sont quand même plus favorables, des coureurs un peu plus costauds que lui, donc c'est compliqué. Et il n'y a pas beaucoup de temps que ça d'étapes où il va pouvoir vraiment gratter du temps tant que ça. Donc c'est à voir, mais je pense pas qu'il va jouer le général non plus. Geoffrey, on peut peut-être le voir Ouais. faire un Tour de France comme cette année avec une victoire d'étape, un maillot jaune, quelques étapes, puis ensuite se préserver pour la grande course une semaine après, qui sera les JO. Soit ça, soit un tour un peu comme le 2018 le 2018 où il va récupérer le maillot à poids après quelques échappées bien choisies. Après, pour finir un petit peu sur les Français, nos deux grands grimpeurs français, est-ce que Pinot, Bardet ont intérêt vraiment à viser ce Tour de France, le classement général? C'est un parcours qui peut leur convenir? Bardet, il y a 60 km de chrono plat qui sont pour bon bourrin. Alors, sa chance c'est que c'est en 2 étapes et qu'il perdra peut-être un petit peu moins là, mais ça semble quand même compliqué. Thibaut Pinot, on sait malheureusement plus trop quoi en espérer, quoi. Là, on était déjà dans ce ressenti-là avant 2019. Il y a eu une remontée qui a fait qu'on a espéré les grandes choses et malheureusement 2020 nous a fait énormément redescendre avec ça. Thibaut Pinot, il n'aura pas une équipe autour de lui a priori, hein, si le tour est... Enfin, FDJ va pas faire l'erreur systématique de ne pas mettre Arnaud Demers sur le tour, surtout vu l'année qu'il vient de faire là et vu le parcours du tour l'année prochaine. Un Thibaut Pinot un peu plus en électron, qui va chercher des étapes en haute montagne, qui perd un peu de temps s'il faut sur quelques étapes sans que ce soit très grave, mais qui vient se replacer pour faire un top 10, éventuellement avec le maillot à poids comme Barguil en 2017, ce serait déjà un tour énormément réussi. Johan, pour toi, qu'est-ce que peut viser, qu'est-ce qu'ont intérêt à viser nos grimpeurs français? Bardet, pour moi, pas grand-chose, dans le sens où, certes, il y a beaucoup de chronos, mais limite, ça c'est pas trop grave, mais surtout, il n'y a pas d'étapes de montagne qui lui conviennent. Les étapes de montagne sont courtes, alors que Bardet, c'est un coureur qui joue vraiment sur l'endurance et sa capacité à enchaîner. Donc, sur ce Tour de France, j'ai pas mal mal à voir ce qu'il pourrait faire. Donc, enfin, et un Thibaut Pinot, pour le coup, c'est un peu différent parce qu'il est capable d'être à la pédale avec à des très très hautes intensités dans l'école. Donc, un Thibaut Pinot en pleine forme, pour moi, à la limite, c'est même pas très grave sur ce parcours-là qu'il n'ait pas d'équipe, puisqu'il cale dans les roues des Jumbo et puis fini, quoi. Et puis après, il voit ce que ça donne. Donc, je sais pas. Je trouve que c'est un parcours qui est pas très adapté aux coureurs français de manière générale. Typiquement, pour moi, des Romain Bardet, des Guillaume Martin, c'est des coureurs qui sont quand même plus à l'aise sur des parcours un peu plus ouverts et un peu plus débridés. Là, c'est vraiment un parcours qui est bien typé pour des Roglic, pour des Pogacar, pour des bons rouleurs, des bons grimpeurs de course de côte. Donc, c'est un peu compliqué pour les Français, je trouve. Pour le général, oui, mais si on regarde pour les étapes, on citait Desmar tout à l'heure, je pensais être très généreux envers lui en lui disant 4 étapes. Tu en imagines encore plus. On citait tout à l'heure Cosnefroy. S'il est en bonne forme pour aller chercher pas mal d'étapes, hein, la Philippe pareil. Bon voilà, on arrive tranquillement donc à la fin de ce podcast. On a fait un petit peu le tour de ce parcours du Tour de France 2021.
Avant de se quitter, messieurs, une petite note sur 10 sur ce parcours. Johan, quelle note mettrais-tu comme ça Je te vois perplexe. 6. 6, moyennement emballé. 6 sur 10, ouais. Bah, c'est correct, quoi, mais c'est pas fou. Et Geoffrey, pour toi, Ouais, quand tu disais ça, j'imaginais un 6 aussi, quoi. Ça fait le job, ça a le minimum. C'est pas moyen non plus, parce qu'il y a quelques petits détails qui sont sympas, mais ça pourrait tellement être plus. Et bien donc voilà, pour faire un petit peu la synthèse, donc un petit 6 sur 10 sur ce parcours du Tour de France 2021 pour vous, Johan et Geoffrey. Donc le Tour de France 2021 qui s'élancera le samedi 26 juin 2021 de Brest pour une arrivée le 18 juillet à Paris. En tout cas d'ici là, vous avez le concours qui est actuellement sur le forum du groupe Eto pour un peu élire le meilleur tracé du Tour de France 2021. Il y a beaucoup de participants. En tout cas, on vous invite assez fortement à aller voir tout ça et à aller voter. C'est toujours positif d'avoir de nombreux avis différents en tout cas. On se retrouve pour Chasse Patate d'ici une petite semaine après l'arrivée du Tour d'Espagne pour débriefer un petit peu cette Vuelta raccourcie à 18 étapes. Et d'ici là, vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, on vous le rappelle, mais aussi sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup, à bientôt dans Chasse Patate.